volonté de ne pas simplement considérer les villes, ces villes moyennes, mais aussi leur territoire communautaire. Il y a des échanges entre territoires assez importants. On a des connexions aujourd'hui avec Rouen, avec Le Havre, même avec Caen toujours. Donc je pense que les réseaux sont là. Et puis, si vous souhaitez établir à l'échelle de vos communes des réseaux intéressants, je vous invite vraiment à participer au congrès des maires. Alors il y a le salon d'un côté, mais je pense que le congrès qui est juste en face est tout aussi intéressant, avec la possibilité de créer vos propres réseaux et d'entendre des choses tout à fait intéressantes sur l'avenir de nos régions. Si on considère le pôle métropolitain que comme un espace de rencontre de collègues bas-normands et plus spécialement de la région de Rouen, je pense que c'est un peu limité. Il existe beaucoup d'autres instances dans lesquelles on peut se comparer, comparer nos politiques et éventuellement s'inspirer de modèles un peu plus lointains dans le cadre de nos politiques municipales ou communautaires. Bien, y a-t-il d'autres interventions, d'autres questions? On passe au vote. Alors, il y a simplement le... Bien, donc nous avons 111 votes pour et 3 abstentions. Je vous remercie. Donc on passe au chapitre développement du territoire. Donc c'est Raymond Bécher qui devait rapporter cette question, mais il est remplacé par Philippe Aubray. Donc on parle d'habitat et de régularisation de la cession d'un logement communautaire situé à Juvigny-les-Vallées, et plus particulièrement au Ménitov. Bonsoir à toutes et à tous. Donc effectivement, le point numéro 7 porte sur la régularisation d'une cession d'un logement communautaire sur la commune de Juvigny-les-Vallées. La vente d'un logement communautaire situé sur la commune de Juvigny-les-Vallées, le Ménitov, au profit des actuels acquéreurs, a été validée par le conseil communautaire du 18 février 2021 et par le conseil municipal de Juvigny-les-Vallées le 25 mars 2021. Ce bien ayant été construit par la communauté de communes du Tertre sur un terrain à disposition de la commune de Le Ménitov dans le cadre d'un bail à construction, les délibérations concordantes prévoyaient notamment la réalisation d'un avenant au bail à construction pour permettre la conclusion de la vente, la cession du bien au prix de 115 000 €, le reversement de l'intégralité du produit de la vente par la commune de Juvigny-les-Vallées à la communauté d'agglomération. Le compromis de vente entre la commune nouvelle de Juvigny-les-Vallées, dont le Ménitov fait partie, et les acquéreurs a été signé le 11 juin 2021 et la signature de la vente était programmée le 16 juillet 2021. Au vu des délibérations de la communauté d'agglomération et de la commune, le trésorier de Mortain-Bocage, après saisine de la direction départementale des finances publiques, atteste qu'aucun fondement juridique ne permet à la commune de reverser le produit de la vente à la communauté d'agglomération. La procédure proposée pour sécuriser la vente est donc la suivante. Dans un premier temps, faire un avenant au bail à la construction entre la communauté d'agglomération et la commune, une signature d'un compromis de vente entre la communauté d'agglomération et la commune pour la cession du bien, la commune devenant propriétaire du bien à compter de la signature de cet avenant, cession des terrains et de la construction par la commune à la communauté d'agglomération, et pour finir, donc, cession par la communauté d'agglomération du terrain et de la construction aux acquéreurs au prix de 115 000 €. De nouvelles délibérations doivent donc être soumises au vote du conseil municipal de Juvigny-les-Vallées et du conseil communautaire. Donc, nous vous proposons la délibération suivante. Je vais vous passer donc comment les vues des articles de la convention. Vu le bail à construction entre la commune de Le Ménitov et la commune notée de commune du Tertre du 18 juin 2008, vu la délibération du conseil d'agglomération du 18 février 2021, vu l'avis favorable du comité d'orientation en date du 20 janvier 2021,
vu l'avis contraire des domaines en date du 22 septembre 2020 et vu l'estimation de l'agence immobilière, considérant la demande de M. Braconnier et de Mme Simon, locataires du logement situé sur la parcelle ZB 119 sur la commune de Juvigny-les-Vallées, d'acquérir le logement communautaire. Considérant qu'en cas de résiliation ou avenant au bail à construction, le bien situé sur la parcelle ZB 119 devient propriété de la commune de Juvigny-les-Vallées. Entendu la note de présentation, après en avoir délibéré, le conseil communautaire annule la délibération du 18 février 2021, valide la résiliation partielle du bail à construction du 18 juin 2008 pour la seule parcelle ZB 119 et à l'exclusion de la parcelle ZB 120 du dit bail, les constructions situées sur la parcelle ZB 119 devenant ainsi la propriété du bailleur, c'est-à-dire au cas d'espèce à la commune. Autorise la signature d'un acte de vente, le cas échéant précédé d'un compromis entre la communauté d'agglomération et la commune de Juvigny-les-Vallées en vue de la cession du bien immobilier situé sur la parcelle cadastrée ZB 119 pour un montant de 1 €. Accepte la cession du bien immobilier devenu propriété de la communauté d'agglomération située sur la parcelle cadastrée ZB 119 sur la commune de Juvigny-les-Vallées le Minitum à M. Braconnier et Mme Simon au prix de 115 000 € et précise que les honoraires seront supportés par les acquéreurs. Et pour finir, autorise le président ou son représentant à signer l'ensemble des actes et documents liés à l'exécution de la présente délibération. En fin de compte, ce dossier, c'est un dossier qui aurait dû être terminé au mois de juillet, mais du fait de la trésorerie de Mortain, dont dépend Juvigny-les-Vallées, qui ont donc fait opposition aux deux délibérations, celle communautaire et celle communale, nous sommes obligés de repasser aujourd'hui cette délibération. Et la commune de Juvigny-les-Vallées passera dans le mois d'octobre une même délibération au niveau de son conseil municipal afin que cette vente ait lieu. Voilà ce que nous vous proposons. Y a-t-il des observations, des questions? Oui, Jacques. D'abord, on passe le micro à Jacques si possible. Merci. Moi, je voudrais intervenir un petit peu par rapport à cette vente. Tu sais qu'on n'a pas eu trop d'informations au niveau de la commune, parce que bon, c'est quand même un programme qui avait été fait par la communauté de communes du Tertre, où c'est qu'il y avait eu 15 logements qui avaient été réalisés. Et là, je suis en train d'apercevoir que bon, nous, au niveau de la commune de Récheveil, il y en a quand même 6 logements qui ont été réalisés. Comment ça va se dérouler? Nous aussi, il y a la vente apparemment au niveau de la commune d'agglomération. L'agglo serait prête aussi à vendre tous ces logements-là. Qu'est-ce que ça veut dire au niveau du terrain? Parce que c'est du terrain quand même qui est communal. Donc on le met gratuitement à l'agglo. Comment? Aux acheteurs. Ah ben, aux acheteurs, oui. Mais bon, il y a eu un investissement quand même au niveau des communes. Hein. Il y a une valorisation à prendre, hein, qu'il faudra estimer. Alors donc, à partir du moment qu'on prend une délibération comme ça veut donc dire que tous les logements qui étaient anciennement sur la communauté de communes du Tertre, ça va être la même délibération. David, je pense que tu vas pouvoir compléter, parce que je pense que comme il y a un enjeu financier qui est au niveau de ce premier logement, à ce que j'ai cru comprendre, par rapport au prêt, c'est pour cette raison-là qu'effectivement la commune de Juvigny-les-Vallées reverse c'est une opération blanche en fin de compte pour le premier logement. Je pense que tu vas être plus apte que moi sur le plan des finances, mais je crois qu'il y a cette explication. Vous le savez, je voudrais simplement dire, c'est que moi j'avais demandé d'avoir un entretien avec Raymond Bécher. On a eu un entretien avec Raymond Bécher, ça s'est très bien passé. Il m'avait dit qu'il allait donner des compléments d'information suite à ça pour savoir si c'était possible de vendre. J'en ai jamais entendu parler, alors moi je ne pensais pas que la vente allait se réaliser. Hein. Ça aurait été bien quand même que l'ancienne communauté de communes du Tertre, on puisse avoir une réunion pour pouvoir parler par rapport à l'avenir de tous ces logements-là, parce que c'est quand même des logements qui vont être mis en vente. Hein. C'est un travail que fait M. Béchet, effectivement. Oui. Le souhait de la communauté d'agglomération, c'est pas être gestionnaire d'un parc locatif tel que nous le connaissons aujourd'hui. Et le souhait aussi de la communauté d'agglomération, c'est de trouver un terrain d'entente avec les communes. Et il faut reprendre tout l'historique de ce qui s'est passé. Et c'est le travail que doivent faire les services avec Raymond pour voir ce qu'il y a de plus opportun. Donc là, en l'espèce, je ne vais pas pouvoir dire en détail par rapport à votre dossier, parce qu'on a 115 logements à traiter, et l'histoire est différente selon un territoire ou un autre.
Y a-t-il d'autres interventions? Aucune. Ah, Daniel. Alors, si ce que je comprends, vous voulez vendre tous les logements que vous avez en propriété. Et Alors, vous n'êtes pas capable de les gérer. Bien sûr, on n'est pas bon en grand-chose, hein, Daniel. Ah, et oh. Donc, Et vous vendez des bijoux de famille, là. oui, bien sûr. Si tu le dis. C'est un peu plus compliqué que ça. Je t'invite à participer aux commissions. Moi, je loue des logements, c'est moi qui m'en occupe. J'imagine. Je vais pas de mal à les trouver. Non. Mais on va te les vendre dans ces cas-là. Non, mais vous gardez tout ce qui vous intéresse et puis Daniel, il me semble que tu as participé au débat d'orientation budgétaire. vous oubliez tout, et là, on s'aperçoit que... Daniel, il me semble que tu as participé au débat d'orientation budgétaire, comme tous les conseillers qui sont autour de cette table, qu'il a bien été prévu dans le choix stratégique sur les PPI à mener, que la communauté d'agglomération n'avait pas vocation à être gestionnaire d'un parc locatif aussi grand dans un territoire aussi grand, et qu'il fallait retrouver de la proximité. Et l'idée, c'est de travailler avec les communes. C'est pas que ce soit avec la communauté d'agglomération ou les communes, ce qui compte, c'est qu'il y ait de la proximité, de la réactivité, de l'entretien du bâti pour continuer à faire du locatif. Et ce qui était souhaité, et c'est ce qu'on travaille avec les communes, c'est de proposer aux communes de reprendre ces biens-là pour faire de la gestion de proximité. Bon, là, d'accord. Il s'agit de rien d'autre. Puis je vous rappellerai quand même, dans le prolongement de ce que vient de dire David, que l'objectif de la communauté d'agglomération, c'est de se recentrer sur ses compétences réelles. Or, nous n'avons pas de compétences de logement. Mais encore une fois, il s'agit d'un héritage. C'est un héritage qu'on assume parfaitement à une époque où les communautés de communes, voire parfois certaines communes, dans d'autres cas, faisaient le choix d'investir sur les logements qui étaient disponibles pour pouvoir les rénover et les remettre en route. Aujourd'hui, la plupart du temps, ces logements sont occupés. Et très honnêtement, pour pouvoir les gérer de manière efficace, parce qu'il y a de la demande de ces équipements, c'est à l'échelle communale qu'on doit se situer. Or, on nous reproche trop souvent, et Raymond d'ailleurs à juste titre de ce qu'il y avait une absence de proximité, et que c'était très difficile d'envoyer pour changer une serrure à un agent technique qui était à 20 ou 30 km. Donc le choix qui est fait, c'est pas de tout hasarder, comme on dit, grosso modo, mais c'est de pouvoir questionner les communes, et la plupart concernées ont répondu, qui, si elles le souhaitent, peuvent reprendre le bien en gestion. Et si la commune n'est pas intéressée, voir avec les partenaires institutionnels, je pense à Manche Habitat ou à d'autres opérateurs, si ils sont intéressés. Je pense que c'est simplement une saine gestion que de se repositionner sur nos champs de compétences ordinaires et réglementaires. Oui, Philippe. Juste apporter une précision concernant cette vente. Il faut savoir que ce n'est pas la communauté d'agglo qui a mis ce logement en vente, mais c'est le locataire actuel de la maison qui a demandé s'il pouvait acheter l'habitation dans laquelle il habitait. Oui, Jacques. Oui, par rapport à la décision, moi je ne suis pas contre que, en fait, soit que ce soit les communes qui prennent ces logements-là, qu'ils achètent ces logements-là. Ce qu'il y a, c'est le modèle de délibération qui est ici, je ne veux pas qu'il soit mis systématiquement dans tous les logements. C'est pas de l'ancienne communauté de communes du Terre, parce que c'est quand même. Là, c'était quand même des logements à la volonté au niveau des communes. Il y a eu des investissements au niveau communal pour pouvoir réaliser ces bâtiments-là. Et puis, quand c'est qu'on voit, si tout s'en va, je trouve pas ça normal. C'est simplement ma position. Maintenant, c'est peut-être pas la position au niveau de Juvigny et Vallée, je sais pas. Alors, je rappelle encore une fois, il ne s'agit pas de tout vendre de manière à l'aveugle, c'est pas le sujet. C'est de s'appuyer sur l'expertise des communes concernant l'avenir de ces logements. Si les communes nous disent, effectivement, il y a 2 ou 3 logements qu'on serait prêt à prendre pour telle ou telle raison, parce que, je ne sais pas, il y a un besoin de loger des stagiaires, parce qu'il y a une grande entreprise à côté, ça pourrait être le cas. Ou, écoutez, ces maisons-là, vendez-les parce qu'on sait que les occupants actuellement seraient prêts à acheter. On va y aller au cas par cas. Enfin, je crois que c'est ce qui se passe depuis maintenant 1 an, que l'on a mis le débat sur la table. Mais autrement, l'idée de revenir pour arriver à avoir du local et arriver à gérer localement, c'est certainement une bonne chose. Maintenant, il faudrait que la commune, si, comme je vois au niveau de référé, si d'un seul coup il y avait un choix au niveau de la commune de pouvoir acheter,
Et ça fait quand même 6 mois, c'est quand même des investissements et des emprunts qui étaient sur 30 mois, quoi. Là, tout dépend des logements. Donc, il reste quand même pas mal d'annuités, donc il faut qu'on soit vigilant par rapport, si on reprenait ces annuités-là, par rapport à l'endettement au niveau de la commune. Oui, d'accord. Tout ça est examiné. Bien, je pense qu'on peut passer au vote s'il n'y a pas d'autres interventions. Un vote contre et 108 favorables. Donc la question est adoptée. On passe au point suivant, donc un point économie rapporté par Angélique Ferreira qui nous parle d'aide à l'immobilier d'entreprise avec la délégation en manière des enfants. Bonsoir à tous. Donc, alors, on a déjà vu ce genre d'aide. Donc, si toutes les, je vous explique juste, mais grosso modo, si toutes les collectivités contribuent au développement économique du territoire par la complémentarité des politiques d'équipement et d'attractivité, la région est seule compétente pour les aides directes aux entreprises et les EPCI pour les aides à l'immobilier. Donc, cependant, dans le cadre régional de développement économique, d'innovation et d'internationalisation, les 5 départements normands, dans un souci d'équité et dans le respect de la compétence confiée aux EPCI, sont disposés à exercer par délégation des opérations d'aide à l'immobilier d'entreprise. Donc régulièrement, on parle d'entreprises comme ça qui pourraient bénéficier de ce dispositif. Donc là, il s'agit d'une entreprise de la SARL Mont-Saint-Michel Distribution à Beauvoir, donc qui est la maison Pèlerin. On va voir voilà, la carte directement si vous voulez. Qui est sur le bord de la route. Il fabrique des chocolats, des nougats, que des bonnes choses. Pardon? Et des caramels aussi, oui c'est vrai. Donc en fait, vous voyez aujourd'hui, ils ont toute la partie grise en fait, et ils veulent vraiment presque doubler leur surface. Avec cette partie jaune, ils sont en train d'exploser, enfin ils ont un chiffre d'affaires qui est vraiment en train d'exploser. C'est vraiment une entreprise qui est vraiment en train de se développer. Ils veulent travailler le local au maximum. Et Alexis, si tu veux rajouter des petites choses, parce que c'est sur ton territoire, n'hésite pas, mais c'est une très très belle entreprise. C'est une jeune entreprise, puisque ça fait 3 ans qu'ils sont en place. Et en fait, aujourd'hui, ça génère quand même 10 emplois, 6 en CDD. Et dans 3 ans, il envisage d'en avoir une vingtaine de CDI. Voilà, donc au niveau du dispositif, je vous rappelle juste un petit peu le dispositif. Donc les bénéficiaires sont les TPE, PME et ETI. Les SCI, excusez-moi, sont exclus du dispositif. Les activités des bénéficiaires, c'est l'industrie, le service à l'industrie, le commerce de gros et l'artisanat de production. Les projets éligibles, ce sont les extensions, les constructions neuves et les réhabilitations de friches dont le montant doit être au minimum de 100 000 € et 1 500 000 pour les ETI. La forme de l'aide, c'est une avance remboursable de type prêt à taux zéro et remboursement différé de 12 mois. Et le montant de l'aide, c'est 25% maximum de l'investissement dans la limite de 500 000 €. Et ils auraient à peu près pour 400 000 € hors taxe de travaux de cette extension. Voilà, on va passer de 700 à 1350 mètres carrés. Et ils ont aussi la création, on reparle des emplois, mais ils ont notamment le projet d'avoir une création de 8 emplois en CDI dans les 2 prochaines années. Et là aussi, ils vont pouvoir bénéficier d'aides supplémentaires à chaque emploi qu'ils vont créer. Donc voilà, il est donc proposé au conseil communautaire d'accepter la délégation. Donc on leur passerait notre délégation en fait, de la compétence d'octroi de l'aide à l'immobilier au département de la Manche pour ce projet et d'autoriser le président à signer la convention. Et il y a eu un avis favorable de la commission économie en date du 14 septembre 2021. Est-ce que vous avez des questions, des choses à... Juste pour info, c'est une entreprise qui a failli aller à Dole de Bretagne.
Et en fait, le directeur qui est en place, c'est l'ancien directeur du manoir aux abeilles de Potterson. Les nougats n'ont pas eu le même goût. Donc les nougats n'auraient pas eu le même goût si c'était parti de nous. Il y a du beurre salé. Est-ce qu'il y a des interventions? Pas d'intervention? On y va, on passe au vote. Il y a encore une petite dizaine de votes. Donc André Jean Belloir, Daniel Guénon, Denis Laporte, Thierry Lemoine, Michael Lecartier. Voilà, c'est bon. Donc, écoutez, nous avons l'unanimité pour ce point de l'ordre du jour. Je vais céder la parole à Jessie Orvin avec 2 points culture. Un premier point, lecture publique, convention de partenariat avec la médiathèque départementale de la Manche. Je ne vois pas très bien, parce qu'on est dans la pénombre. J'avoue que c'est compliqué. Mais je vais... Voilà, repos de vieillard. Donc, on va s'en sortir. Alors, en fait, ce qu'on vous propose, c'est pas une nouveauté, hein, c'est le renouvellement de la convention qui lie le département de la Manche et l'agglomération. Je veux dire quasiment depuis toujours, et même à l'échelle des communes et des communautés de communes, à l'époque, quand on était chacun chez nous, on adhérait tous plus ou moins, je crois, à cette convention. Donc en fait, voilà, c'est quelque chose que l'on renouvelle de temps en temps. Donc je vais vous faire lecture de la note de présentation. Donc dans le cadre de sa politique en faveur de la lecture publique, le Conseil départemental de la Manche propose la signature, merci beaucoup, c'est gentil, d'une convention de partenariat avec la communauté d'agglomération Mont-Saint-Michel-Normandie. Donc il s'agit pour les 2 parties de poursuivre le développement de la lecture publique sur le territoire en rapprochant les services au plus près de la population, de mieux répondre à la demande du public et de favoriser l'accès à tous à la lecture et à la culture. Donc les engagements du conseil départemental, donc ceux de l'agglo et du département, ce sont des conditions qui sont déjà remplies. Voilà, donc le conseil départemental, donc des services d'ingénierie, de conseils de prêt et des dessertes de documents gratuits. Une offre de services en ligne en illimité à raison d'une participation annuelle par habitant, donc elle n'est pas notée, mais elle est notée dans la convention, c'est 10 centimes par habitant, qui permet à tout un chacun, adhérent d'une médiathèque, d'une bibliothèque, d'adhérer à ce qu'on appelle la boîte à SEL. Donc SEL, ça veut dire service en ligne, qui permet d'accéder à un nombre assez important, dans un premier temps d'abonnement à des journaux quotidiens, hebdomadaires, mensuels, bimensuels, des méthodes d'apprentissage de langue, par exemple, et puis une vidéothèque assez importante de documents vidéo. Et je rappelle juste que l'adhésion est de 5 € pour les adultes et elle est gratuite pour les moins de 25 ans. Voilà, je rappelle juste ça au passage. Donc la désignation d'un référent de secteur au sein de la bibliothèque départementale de la Manche pour la communauté d'agglomération, l'organisation de formations et de rencontres professionnelles qui ont généralement lieu dans une de nos bibliothèques, le prêt gratuit d'outils d'animation, l'organisation d'actions culturelles telles qu'Histoire non découdre, en assurant la programmation, en négociant les tarifs, en prenant en charge une partie des coûts et en assurant la promotion et l'aide technique si nécessaire. Et enfin, la promotion du réseau de la communauté d'agglomération Mont-Saint-Michel-Normandie sur le site du département biblio.manche.fr et sur ses publications. Les engagements de la communauté d'agglomération Mont-Saint-Michel-Normandie, donc un accès et une consultation gratuite dans tous ces lieux de lecture publique, l'approbation d'un règlement intérieur pour le réseau des bibliothèques, une équipe de professionnels formés en nombre suffisant, donc des déclarations, assurances et remboursements des frais à l'occasion des déplacements de la bibliothèque départementale de la Manche pour les bénévoles, des conditions relatives aux surfaces et au nombre d'agents par médiathèque. Voilà, on doit avoir tant de mètres carrés par habitant, tant d'agents par mètre carré. Voilà, tout ça c'est bien quantifié, écrit. Une amplitude horaire d'ouverture sur l'ensemble du réseau au moins égale à 35 heures par semaine. Un budget d'acquisition et d'animation suffisant. Ça, je dis ça pour David Juquin, qui se rappelle. Un accès public à Internet dans chaque médiathèque du réseau.
la réalisation d'un rapport statistique annuel et enfin le versement de la participation, dont je vous disais, à hauteur de 10 centimes par habitant. Voilà. Le renouvellement de cette convention, sachant qu'elle a fait l'objet d'un avis favorable de la Commission de culture du 16 septembre dernier. Merci Jessie. Est-ce qu'il y a des questions? Catherine, oui. Voilà, moi je voudrais juste intervenir pour vous préciser que le Conseil départemental a voté l'année dernière un nouveau schéma de développement de la lecture publique et avec des ambitions, de nouvelles ambitions pour les bibliothèques et médiathèques, entre autres sur la partie attractivité des bibliothèques, sur la volonté de les transformer en services de proximité du quotidien, d'en faire des espaces d'apprentissage et de formation, et puis en ciblant, en élargissant les publics, en particulier les tout petits et les collégiens. Et puis le dernier axe de développement, c'est de dynamiser l'action culturelle. Voilà, donc en fait ces schémas, ils sont faits pour 5 ans. Donc là c'est le nouveau schéma, et donc bien sûr en tant que vice-présidente à la culture, je me réjouis que cette convention soit renouvelée dans ce cadre-là avec le réseau des bibliothèques de la communauté d'agglomération. Alors, en tant que maire de Genève, je change de casquette, je reste dans l'attente, mais je vais dire toujours optimiste, pour qu'enfin le projet de la bibliothèque de Genève, qu'on attend quand même depuis des années, il y a plein de circonstances atténuantes, hein, mais bon, voilà, voit le jour, j'espère, en 2022. Pour ceux qui ne connaissent pas le projet de la médiathèque de Genève, comme beaucoup d'entre vous, j'imagine, c'est une bibliothèque qui, à la fois agence postale APC, c'est ça? C'est une agence postale communale, Catherine? Oui, c'est ça. C'était le modèle de la Poste que voilà. j'avais des citations. Ouais. Voilà, c'est une mutualisation des lieux, mais il reste sur le projet bibliothèque en lui-même, on a encore des choses à voir et à faire. Voilà, c'est en attente. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres interventions, d'autres précisions? Personne? Bon, et je vous propose de passer au vote. Voilà. Donc nous avons l'unanimité. Je vous remercie. Deuxième point culture, donc un point sur l'école des arts et sur les conditions de remboursement des frais pédagogiques en lien avec la période Covid. Donc la note et la délibération est aussi compliquée que la situation qu'on a vécue. Voilà, ça a été assez compliqué d'arriver aujourd'hui, le 23 septembre, à proposer une délibération, d'arriver à faire le point à l'instant T et de compter un peu tous nos manques, enfin voilà. Donc on arrive aujourd'hui, je vais vous faire déjà un petit résumé de la situation telle qu'elle était depuis le début du Covid jusqu'à aujourd'hui. Donc elle fait suite, cette délibération, aussi à un certain nombre de réclamations qui étaient justifiées, voilà, clairement. Vous avez en deuxième partie de notes, donc on a eu en tout 70 réclamations d'élèves, 38 qui provenaient du site d'Avranches, 37 qui provenaient du site de Saint-Hilaire-du-Harcouët, et Mortain-sur-Deval, Bucé, Pontorson, Saint-James, nous n'avons pas eu de réclamation, et on a eu un article dans la presse de parents d'élèves qui étaient mécontents. Donc depuis le 30 septembre 2020, l'école des arts est fermée au public majeur par décret, toutes disciplines confondues. Sur le territoire, 584 élèves majeurs sont concernés par cette interdiction. Il est estimé qu'environ 200 élèves majeurs n'ont actuellement pas les moyens ou l'envie de bénéficier de cours distanciels. Distanciels, c'est des cours à distance, des gens qui ne sont pas équipés ou qui ne souhaitent pas bénéficier de ce type de cours. Le nombre d'élèves abandonnant les cours distanciels croît chaque semaine. Au début, c'était un peu la nouveauté, certains commençaient, et puis au fil du temps, ça c'est parti un peu voilà, et ça s'est arrêté, et suite à ça, des réclamations sont arrivées. Après les 7 semaines de fermeture liées au deuxième confinement, et par application d'un décret, l'école des arts a réouvert exclusivement au public mineur. Les pratiques collectives instrumentales et éveil ont été suspendues jusqu'au 15 avril 2021. La pratique vocale demeure interdite.
Sur le territoire de la communauté d'agglomération, 831 élèves mineurs sont concernés par cette reprise d'activité partielle. Après les 7 semaines de fermeture liées au deuxième confinement, les cours de danse aux mineurs ont repris pour à nouveau être interdits par décret le 17 février 2021. Sur le territoire de la communauté d'agglomération, 169 élèves mineurs, danseurs, sont concernés par cette interdiction. Le 3 avril 2021, un troisième confinement stoppe par décret l'activité de l'école des arts pour l'ensemble des disciplines et usagers. Une reprise partielle d'activité est espérée le 19 mai 2021. Tout ça pour vous expliquer que la situation a été très compliquée. On a subi la valse des décrets d'ouverture, de fermeture, des mineurs, des majeurs, des cours collectifs, des cours individuels. Et parallèlement à ça, l'agglomération n'était pas équipée avant l'été où on a voté des tarifs uniques. Chaque site fonctionnait de manière différente. Certains facturaient à l'année, d'autres au trimestre, d'autres au mois et d'autres pas du tout. Voilà. Juste pour... Donc quand par exemple un décret tombe le 15 février, on veut stopper la facturation, mais finalement c'est une facturation au trimestre qui est partie le 31 mars. Elle est partie au Trésor public, c'est trop tard, les courriers arrivent dans les familles. Le Trésor public, vous savez que c'est compliqué d'arrêter les relances, etc. Donc voilà, c'est ce qui a un peu exaspéré, c'est ce qui a cristallisé un peu les colères parfois, assez difficiles. Voilà, mais voilà. Donc aujourd'hui on se pose, on s'est posé, on a regardé aussi les pertes que pouvait engendrer un remboursement à la hauteur des cours qui n'ont pas été donnés. Donc aujourd'hui, la proposition qui vous est faite est de rembourser aux élèves l'ensemble des cours qui n'ont pas été donnés. Et pour ce faire, il faut se baser sur les fiches de pointage, donc des 1000 et quelques élèves. Donc ça, c'est un travail qui a été fait par les agents. Et aujourd'hui, on estime une perte de 76 000 €. Voilà. Mais c'est une perte pour un service qui n'a pas été rendu, mais qui était difficile à anticiper au fur et à mesure. Il a vraiment fallu... Alors, on avait imaginé